Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble, comme chaque dimanche, pendant 30 minutes et je reçois ce soir Philippe Briot, le maire Les Républicains du Chesnay. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Philippe Briot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 66 ans, vous êtes chénaisien depuis votre naissance et vous êtes dans le civil médecin. Je sais que vous tenez à cela, on va en parler d'ailleurs. Oui. Mais vous êtes donc également engagé en politique, d'abord comme conseiller municipal du Chesnay, c'était en 1983, puis comme maire depuis 1989, plusieurs fois réélu. Je précise que vous êtes aussi conseiller départemental des Yvelines, délégué à la santé. Avec vous, nous allons parler de la difficile campagne présidentielle pour le candidat de droite, mais aussi celui de gauche. Les obstacles aussi que rencontre donc celui de gauche. On va parler aussi des finances locales, des législatives et des déplacements. On y va. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors on parle d'abord de la campagne présidentielle. Alors on va essayer de ne pas rentrer dans les détails parce que je précise qu'entre le moment où on enregistre cette émission et le moment où ça va être diffusé, il peut se passer plein de choses. Cette campagne présidentielle est folle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors, vous avez dit qu'elle est difficile pour des candidats de droite, difficile pour des candidats de gauche. Moi, je crois qu'elle est surtout difficile pour les Français qui ne comprennent plus, qui sont perdus, alors qu'ils savent vraiment ce qu'ils ont envie. Et je pense que si l'actualité change chaque jour, les questions de fond, elles, ne changent pas. Le Français, lui, il est attaché à sa sécurité, sa santé, son logement, son travail ou autre. Donc, les sujets ne changent pas. En fait, on est dans une campagne politique de personnes, une campagne politique entièrement manipulée, et on va découvrir tout ce qui peut faire vomir les Français dans la politique. Tout ça est en train de sortir. Je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, mais je dirais que il faut une bonne mise à plat. Et en tant que médecin, je considère souvent que lorsque les choses ne sont pas bonnes, il faut mettre à plat. Il faut mettre en aplasie pour relancer. Moi, je pense que cette campagne, c'est comme ça qu'il faut la voir. C'est-à-dire qu'il y a une génération de politiques qu'il faut laisser passer et qui ne sont plus en phase avec la réalité des Français. C'est ça que vous nous dites ? Tout à l'heure, vous venez de me donner mon âge. Alors, bon, j'ai 65 ans, mais j'ai une rage... Pardon, je vous ai vieilli d'un an. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ce qui est important dans l'âge, qu'on soit jeune ou ancien, c'est d'avoir toujours un lien avec la réalité et l'actualité, et surtout de ne jamais se laisser aller, d'avoir une pêche, d'avoir toujours de l'enthousiasme ou autre. Rien n'est jamais fichu, loin s'en faut. Donc je pense pas que ce soit un phénomène générationnel, mais intergénérationnel. Il y a une complémentarité entre les juniors, les seniors, et c'est pas une question d'âge, c'est une question, je dirais, d'ancienneté dans la politique. Quand on se laisse bercer, souvent les gens disent « Ah ben maintenant j'attends mon bâton de maréchal pour être sénateur ou autre ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? On n'en veut plus, les voitures avec chauffeur, tout ça. Je pense que les gens sortent de tout cela. Ce qu'ils veulent, c'est du concret, des gens qui parlent comme ils agissent et qui agissent comme ils parlent. Quand même, pour parler de François Fillon, que vous avez soutenu. Tout à fait. Après le second tour, enfin, à la fin des primaires, comme la plupart des élus de droite d'ailleurs. Est-ce que vous êtes déçu, surpris ? Comment vous sentez, vous, en tant qu'élu ? Parce que j'imagine que sur le terrain, on doit vous en parler. Bien sûr, mais même moi, il y a des jours, je me dis, faut qu'il se retire, non, faut résister. En fait, je pense que c'est pas François Fillon qui est visé, c'est tous les candidats qui portent un programme politique qui met à plat tous les systèmes. En fait, c'est les systèmes qui, aujourd'hui, étant menacés, font l'objet de défense. Donc en fait, François Fillon, il a eu ses boules puantes. Ça aurait été Juppé, c'était pareil. Ça aurait été les autres candidats, c'était pareil. Donc ne confondons pas le candidat et ce qu'il porte comme programme. Donc en fait, si demain... Mais là, c'est brouillé, là, complètement brouillé. Mais c'est volontaire. Et comment... Donc là, vous êtes dans la théorie du complot pour vous, là. Alors, le complot, oui. Sans viser quelqu'un de particulier. Mais non, mais attendez, mais faut parler des choses clairement. Quand le pouvoir a la capacité, avec la haute autorité, Bercy, de voir la totalité de la vie de quelqu'un, aujourd'hui, on peut voir la vie de tout le monde. Vous croyez qu'on n'est pas capable d'en sortir sur tout le monde ? Donc, ces écuries, là, ces dogias, on en a assez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, François Fillon tient bon.
Et moi, je le soutiens dans cette capacité de volonté. Vous croyez que lorsque j'ai été élu maire, j'ai pas eu les pires des attaques? Elles venaient même d'ailleurs de la droite. J'ai eu une dissolution du conseil, j'ai eu des annulations d'élections. En fait, l'important, c'est d'être propre sur soi et de pouvoir tenir. Alors pour François Fillon, puisque vous me parlez, qu'est-ce qui est ennuyeux? Qu'est-ce qui est ennuyeux? Que son épouse, attachée parlementaire, ait une rémunération. On a fait le cumul sur 10, 15, 20 ans. En fait, c'est une femme qui avait probablement une rémunération autour de 2 000 euros, comme beaucoup d'attachés parlementaires peuvent l'avoir. On dit 10 000 ou autre, moi je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est le système qui est fait comme ça. Alors, si on veut revoir le système, revoyons-le. C'est la question suivante. Oui. J'imagine que tous les candidats vont maintenant dire ça, les quelques semaines qui restent. Oui, mais il faut à droite faire comme à gauche, ils vont dire, allez. Madame, c'est comme un bon médicament. Un bon médicament a toujours des effets secondaires. Quand j'entendais un ministre qui dit dès qu'il y a un médicament qui a un effet secondaire, on le supprime, eh ben on supprimera toute thérapeutique efficace. Donc je pense que c'est comme le cumul des mandats, c'est une erreur profonde. En fait, le vrai sujet, c'est de ne pas en faire trop et mal. Aujourd'hui, il faut faire les choses bien. Oui, moi je suis pour avoir 2 mandats, un mandat de terrain et un mandat national. Le jour où on sera coupé, on s'en sortira pas. Vous me direz, c'est pas la question que je vous pose. Mais c'est le système. Si, ça va avec. C'est le système. En fait, on est en train de mettre en place un système qui fait perdre la capacité de la démocratie, c'est-à-dire que le peuple élit des gens pour les représenter. Aujourd'hui, tout ça, c'est ça qui est condamné pour que le pouvoir ait tous les pouvoirs sans les politiques locaux. En fait, on élimine le peuple en éliminant les candidats, les élus locaux. Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est la proximité. On s'éloigne de la proximité du peuple, et en s'éloignant de cette proximité, eh ben, on fait tout ce que n'attend pas le peuple, mais par contre, tout ce qu'un certain nombre de systèmes veut faire pour eux, et non pas pour les Français. Alors certains disent que justement, le candidat qui est hors système, qui a connu une autre carrière que celle politique, c'est Macron. Tout est est-ce que ça ouvre Hamon, pas Macron, Macramon, Fillon, tout est Hamon, en c'est pas pareil. On sait que c'est quelqu'un qui a fait vraiment toute sa carrière en politique. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui, je joue l'avocat du diable, hein, qui a connu autre chose que la politique et qui est et ça lui ouvre, faut dire ce qu'il y a, une belle route. Ce qui se passe en ce moment à gauche et à droite. Ça me rappelle un peu ces prophètes qui vont donner la bonne parole, mais la bonne parole, qu'est-ce qu'il y a derrière? Des bonnes paroles, on a eu. Concrètement, c'est quoi le programme? Comment peut-on faire un programme quand on voit des gens qui ont quitté le navire de la gauche et qui reviennent vers Macron? Bon, moi la personne en elle-même, je la trouve très intéressante, mais attention à la séduction. La séduction est une chose, l'action en est une autre. Est-ce que la séduction et l'action, puisqu'on tout est en on, donc séduction, action, voilà. Moi j'attends de voir ce qu'il va proposer. Quand je pense que son programme sur la santé, c'est d'offrir des lunettes à tout le monde, moi je pense que surtout c'est des lunettes qu'il va falloir offrir aux politiques pour qu'ils voient vraiment ce qu'il y a sur le terrain. Hein. Alors justement sur le terrain, on ne peut pas échapper, si, il y a quand même des gens qui le disent, notamment pour les élus locaux, mais déjà que dans le pays montait un tous pourri, pardon, mais chez les politiques, là, mais c'est quoi sûr. tous pourri? On ne peut pas dire que Fillon est un pourri. Non, je ne parle pas spécialement de Fillon. Je parle de tous les petites affaires entre nous. On fait ceci, on fait cela. Oui. On arrive, on dit qu'on est transparent, alors qu'en fait, on est là depuis des lustres. Moi, je travaille avec mon épouse. Mon épouse, aujourd'hui, elle est salariée, elle fait la communication, elle fait le cabinet ou autre. Tout ça est tout à fait transparent. Est-ce qu'il y a des entreprises où il y a des pères, des mères qui travaillent avec leurs enfants ou autres? Il y en a. Ce qu'il faut, c'est être clair et être honnête. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mon opposition avait attaqué un moment, avait écrit au préfet pour dire c'est pas normal. Tout a été montré qu'on est transparent. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'afficher les choses. Voilà, d'afficher, oui. C'est ce que demandent les Français d'ailleurs, la transparence, qu'on appelle la transparence. Oui, bien sûr. Mais visiblement, l'organisation, le système l'empêche. On va vers quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a à clarifier un certain nombre de sujets. Il y a peut-être des lois à compléter, mais qu'on arrête de mettre des normes, parce qu'on ne va plus rien faire. On va être dans un immobilisme. Mais c'est le système qui bloque. Qu'est-ce que le système? Eh bien, ce sont des lobbies qui sont installés les uns les autres, maillés. Tout le monde se tient par la barbichette. Alors, il y a ceux de l'idéologie du tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, et puis l'idéologie du français. Où est l'idéologie du français? Qu'est-ce que souhaite le français? Conserver son pays, avoir tout ça. Donc après, on va effectivement voir tous les problèmes du nombre d'étrangers, le financement, la dette ou autre. On est arrivé à un moment, là, aujourd'hui, un état de notre pays
qui est en faillite. Comment peut-on vivre avec plus de 2 milliards de dettes? Est-ce que vous pensez que votre banquier vous aurait pas déjà dit, chère madame, votre compte est fermé, c'est terminé? Mais bien sûr que ça va péter tout ça. C'est pas possible autrement. Il faut une révolution politique. Moi, je la souhaite dans les urnes. Alors justement, puisqu'on parle des urnes et d'élections, après l'élection présidentielle, élection législative. Et vous êtes porté candidat pour la circonscription des Yvelines, celle qui est actuellement portée par Henri Guénaud. Voilà, Henri Guénaud, qui est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration. C'est un bonhomme fantastique. Mais la seule chose, c'est qu'il n'est pas sur le terrain. Comment peut-on faire une programmation politique portée par l'Assemblée nationale sans connaître les sujets? Voilà, on revient à nouveau, il faut beaucoup travailler. Être élu, c'est travailler sans arrêt, c'est être sur le terrain parce qu'il y a un accident, parce qu'on est dans un conseil de surveillance de l'hôpital. Il faut aller partout, c'est un travail énorme. Voilà. Donc, quand on veut être élu, c'est pas pour avoir une cocarde sur le pare-brise, c'est pas pour avoir un chauffeur, c'est pas pour avoir une indemnité, c'est pour s'occuper des autres. Voilà. Et donc c'est ça qui est essentiel. C'est le médecin qui ressort là. Mais bien sûr, moi, si vous voulez, je me suis engagé en politique parce que j'étais avant tout médecin, à l'écoute des gens. En fait, c'est un prolongement. La France étant malade, oui, il faut qu'on arrive à proposer des thérapeutiques. Elle souffre, elle a des problèmes. Et bien donc, je pense que modestement, avec un grand nombre d'élus locaux, on veut être force de proposition. Vous avez entendu parler des maires en colère. Pourquoi on est en colère? Parce qu'on dit tous les jours ce qu'il faudrait qu'on fasse et personne ne nous écoute. Donc je pense que le premier relais de la population, c'est les maires. Et les maires vont s'engager. Et je peux vous dire que je connais beaucoup de collègues dans la région Île-de-France et dans toute la France qui ont envie d'aller l'ouvrir. Et alors, de quelle façon, concrètement, ça veut dire quoi, vous allez l'ouvrir? Concrètement, les logements sociaux. Est-ce que vous pensez que construire des logements sociaux, ça va loger tout le monde là tout de suite? Non. On a une vraie situation de logement pour des jeunes, des moins jeunes, une retraitée. Non, mais vous allez vous regrouper, vous allez être une voix importante. Mais on travaille déjà tous ensemble, d'accord. On partage ensemble au niveau de la région, voilà, bien sûr qu'on fait un travail ensemble, d'échange sur des thèmes donnés. Et c'est ça ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est ce que finalement François Fillon fait. Il nous écoute. Parce que François Fillon, les Républicains, vous avez vu quand même qu'il y avait pas mal de tendances, il y avait pas mal de courants, comme on dit. Il y a des courants d'air et puis il y a des vrais courants politique. Eh bien, comment peut-on arriver à pouvoir remonter à la base ce qui permettra de faire les lois qui, instantanément, dans les mois qui viennent, permettront à des gens d'être logés, d'avoir des gens du travail. Le travail, c'est quoi? On a besoin d'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est un péché. L'argent, c'est un péché quand on le gagne mal, ou quand on le dépense mal, ou quand on n'intéresse pas les gens. Donc, oui, il y a un vrai sujet sur l'argent, sur le logement, sur l'immigration. Il faudra bien sûr en parler. Et être clair, être honnête avec tout ça. Pour continuer sur les législatives, donc on y va, les LR vous ont adoubé, vous partez en campagne, je m'en fiche. Vous en fichez. Je m'en fiche. Bien évidemment, je souhaiterais que... On attend la réponse déjà par rapport à la candidature de M. Guénaud. On verra. Bien, attendez, alors vous savez, on gèle, on réserve, les copains. Mais si, honnêtement, les Républicains continuaient dans ce système-là, eh ben on est perdu. Aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Si aujourd'hui on veut élire un président, il faut que le terrain puisse être prolongé par les législatives. Donc tout ce qui est la cuisine politique, elle prend le fond, ça va plus. Donc il faut. C'est ce que vous disent les gens sur le terrain? C'est ce que vous disent je peux vous dire, j'ai combien de gens qui me disent Philippe, il faut que tu ailles l'ouvrir, quoi. Il faut l'ouvrir parce que en l'ouvrant, tu nous fais parler. Voilà, moi mon objectif, c'est de faire parler les gens. Et de dire ce que nous avons fait modestement dans une commune, modestement au niveau de la santé. Je pense avoir effectivement une connaissance de certains sujets sur le médical, sur le médico-social, sur le social. Vous allez certainement parler du département tout à l'heure. Où est le social? Où est la politique de la famille? La politique de la société? La politique de la société, c'est ça avant tout. Et c'est ça ma tripe. Et c'est ça mon engagement, c'est ça ma foi politique. Une dernière question au niveau national. Celle qui se dit être la voix du peuple, c'est Marine Le Pen. Et pour l'instant, alors on sait que maintenant il faut faire très attention au sondage, mais elle est en tête. Elle est en tête depuis un bon petit moment. On entend, nous tous, vous, moi, des gens qui disent « Ah, pourquoi pas voter pour elle ?» et qui pourtant avant n'y étaient pas. Ça, c'est une petite musique qui vous fait peur ou pas? Alors, son nom ne se termine pas par on. Oui. Donc, c'est pas un on. Je pense qu'il y a il y a le premier tour et le deuxième tour des présidentielles. Il y a des gens qui voteront peut-être Marine Le Pen qui ne l'ont jamais votée parce qu'ils auront été déçus par les autres candidats. Là, il y a un risque, effectivement.
mais c'est surtout le deuxième tour. Puisqu'en fait, elle est à peu près certaine d'être au deuxième tour dans l'état actuel, parce que tout peut bouger. Absolument. Chaque jour réserve ses surprises. Mais en fait, les personnes qui sont contre Marine Le Pen se rêvent d'être au deuxième tour, parce qu'ils disent qu'il y aura un sursaut populaire et qu'on votera pour quelqu'un d'autre que Marine Le Pen. Attention, moi je dis attention. Marine Le Pen, elle dit des choses que moi je pense aussi. Et j'ai pas honte de dire qu'elle dit des choses que nous pensons et que nous n'avons pas fait. Et donc, obligatoirement... Elle a un écho dans la population, c'est évident. Mais bien sûr, Macron sait parler aux jeunes, Marine Le Pen sait parler au peuple. Il faudrait peut-être que nous, on sache parler dans nos propositions à ce que les gens attendent. Donc il faut le faire avec enthousiasme, il faut le faire avec du sourire, mais avec de la fermeté haute. Vous ne pouvez pas dire, je reprends toujours mes comparaisons médicales, vous êtes foutus, on va essayer de faire quelque chose, mais de toute façon, dans 15 jours, c'est fichu. Vous croyez que ça marche comme ça ? Non. Eh bien voilà, on va faire ce qu'il faut et ça va marcher. Il faut relancer le pays, il faut relancer la dynamique, il faut des questions, je dirais, à des questions précises, des réponses précises. Mais il ne faut pas, si vous voulez dire aux gens, voilà, ça va être difficile. Si vous dites aux gens, ça va être difficile, on n'y va pas. On va gagner parce que ça va marcher. C'est ça qui est important. Il y aura des efforts. Alors, c'est ce que j'allais dire, en faisant des efforts. Ça pique un peu quand les Français ont entendu ça, notamment dans le discours de François Fillon. Oui, ou le discours du candidat LR, si ce n'est pas lui qui finit la campagne. On est motivé par l'effort que par le résultat. Dans le confort et l'effort, ça ne marche jamais ensemble. Donc, il faut un peu oublier son confort. Il faut penser à l'intérêt général. Donc effectivement, il va falloir faire des efforts. Quand on a envie de perdre du poids, on sait que l'effort, c'est pour être beau. Et l'effort, c'est pour avoir une belle France. Allez, on passe à l'actu locale. L'hebdo politique. La suite de l'hebdo politique avec Philippe Rio, le maire républicain du Chesnay. Vous avez récemment annoncé votre décision de quitter le groupe de la majorité au conseil départemental. Parce que, dites-vous, vous n'étiez pas d'accord avec le rapprochement entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Alors sur ce point-là, puis après on parlera plus généralement, qu'est-ce que vous craignez ? D'abord, c'est pas bon pour les Yvelines, ça ? D'abord, c'est la loyauté. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne peut pas ne pas lui dire et rester. Donc j'ai quitté le groupe majoritaire parce que je n'étais plus d'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, le président a très bien compris, après ce qu'il a oui, ce qu'il a il a été soulagé. Bédier, il a été soulagé, moi aussi. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que c'est pour donner une liberté de parole ? Oui, c'est important. En fait, moi, ce que je reproche à cette fusion, c'est à nouveau ce que je vous exprimais tout à l'heure au niveau national, c'est la perte de la proximité. En fait, nous avons des politiques aujourd'hui qui, sous couvert de mutualisation par souci d'économie, on a bien vu d'ailleurs que toutes les mutualisations actuellement n'amènent pas des économies, eh bien on s'éloigne. Et donc aujourd'hui, oui, effectivement, département des Hauts-de-Seine, département des Yvelines, quand vous voyez que la première compétence qui est sur les routes a été transférée à cet établissement public nouveau, 2000 km de voirie, 200 pour les Hauts-de-Seine, 1800 pour les Yvelines. Et c'est à Nanterre que ça va se passer. Voilà, donc il y a ça. Et puis je pense qu'au niveau du département des Yvelines, on a perdu un peu la notion du social, du familial. On a supprimé toutes les aides aux crèches. Alors on nous dit oui, mais les familles payent toujours pareil. Oui, ils payent toujours pareil, mais c'est la ville qui va devoir absorber. Donc ce qu'on est obligé d'absorber là, on est obligé de le répercuter sur autre chose. On fait moins de choses, on augmente les impôts. Voilà. Donc ça veut dire... Mais il faut faire des économies quand même. Des économies, oui, mais... On l'entend, ça ? Oui, mais alors... Le vrai fond, c'est que la dotation globale de fonctionnement ayant diminué, il fallait augmenter les impôts. Bon, on pouvait aussi faire des économies. Je vois le service des ressources humaines, il a plutôt progressé qu'il n'a diminué. Bon. Ensuite, est-ce que la baisse de DGF justifiait 66% d'augmentation de taxes foncières ? Bien évidemment non. Entre 27 et 30%, c'était suffisant. En fait, il y a eu un choix politique de fait par le président qui a été relayé par une grande partie de la majorité pour dire il faut qu'on fasse une augmentation des investissements. Donc il nous faut plus de fonctionnement pour prélever pour l'investissement. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Quand on n'a plus assez d'argent, quand il faut serrer la ceinture, on achète moins. Et on fait moins d'investissements. Investissement de... des tablettes numériques, par exemple, qui ne sont pas fabriquées en France. Qui ne sont pas utiles, d'après vous ? J'ai pas dit. Non, si, c'est très utile. Mais est-ce qu'il y avait urgence en 2017 ? Donc j'attends, parce que nous avons voté le budget sans avoir fait une synthèse de ce qui s'est passé en 2016. Moi, j'attends de voir le réalisé du budget 2016. S'il y a des excédents en 2016, alors qu'on a augmenté la fiscalité, alors là, oui, j'attends. Là, j'attends, je dirais, un peu au coin du bois, pour dire, si on a augmenté les impôts et qu'on a fait un excédent dans l'exercice, c'est qu'on a pris de l'argent aux Yvelinois, les 1 400 000 habitants,
on leur a prélevé trop d'argent s'il reste de l'argent dans les caisses à fin 2016. Et ça, j'attends de voir. Donc, moins de social, plus d'impôts. Moi, je n'ai pas du tout présenté une campagne comme ça il y a 2 ans. Hein. Donc, en fait, on a trompé, une fois de plus, les électeurs. Les électeurs sont trompés aujourd'hui, voilà. Donc, on les a trompés parce qu'on a augmenté la fiscalité de 66%, et on les a trompés parce que les 2 présidents, Devedjian et Bédier, savaient pertinemment leur volonté de fusionner. Donc, on a abusé tout le monde. Sans prévenir, là, vous êtes en train de dire que le président Bédier n'avait pas franchement prévenu l'Assemblée départementale de cette... Bien sûr que non, parce qu'en fait, Patrick Devedjian ne voulait pas rentrer dans le Grand Paris. Donc en fait, il s'est dit, si je vais vers la Grande Couronne, je pourrais peut-être sortir du Grand Paris. Allô Bédier, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse quelque chose ? Président Bédier, lui, ce qu'il aime, c'est le développement économique, les constructions, il est très actif là-dessus. Bon. Donc ils se sont partagés les pouvoirs. Donc en fait, aujourd'hui, on a fait un nouveau département au niveau de l'outil administratif, cet établissement public, et puis on transfère tout au fur et à mesure dedans. Et puis... Patrick Devedjian étant le président, c'est lui qui va en fait diriger le département des Yvelines, je pense, après les sénatoriales, parce que bien évidemment, on ne fait rien pendant les élections. Donc après les sénatoriales, vous verrez comment tout ça va s'accélérer. Mais on ne dit rien, voilà, c'est la tromperie politique. C'est pour ça que les gens, ils en ont assez. Moi, le premier. On a un peu l'impression que vous êtes dans l'opposition de la majorité. Vous êtes à un placement un peu pas bizarre, mais spécial dans cette assemblée. Mais vous restez. Ben oui. Parce que vous pensez que votre voix va porter. L'absence est toujours une mauvaise chose. Moi, je suis le relais d'une population. Aujourd'hui, on est le relais d'une population, on n'est pas là pour asservir une idéologie et des idées que certains élus peuvent avoir. Il faut être clair. Donc moi, aujourd'hui, oui, je défends des actions, je défends une certaine idée que je me fais d'un département qui a pour vocation, à 70%, de faire du social et du médico-social. Sinon, il faut faire disparaître les départements. Interco et départements, il y en a un de trop. Puisqu'on parle de santé, plus généralement, parlons des fonctionnaires. Tous les candidats, là, pour le coup, droite comme gauche, parlent de supprimer une partie des fonctionnaires, plus ou moins, 500, 700, on entend tous les... Voilà, 500 000, 700 000. Qu'est-ce que vous pensez d'abord en tant que médecin, donc en tant que personne travaillant ou ayant travaillé à l'hôpital, qui est une des... Voilà, et puis en tant qu'élu local. Fonctionnaire, moi je vais vous répondre très clairement. Est-ce qu'il y a besoin ? Mais il y a trop de collectivités. Avant, on avait la commune, le département, la région, l'État, l'Europe. Aujourd'hui, on a la commune, l'interco, le département, la métropole qui est arrivée maintenant, la métropole. Donc toutes ces couches. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle assemblée, faut embaucher des personnes. Donc dans le terme de fonctionnaire, il y a tous les contractuels aussi qui sont là. Donc en fait, oui. Il y a une pléthore aujourd'hui de feuilles de paye de l'État qui ne sont pas que pour les fonctionnaires. Il ne faut pas toucher aux fonctionnaires de la police, il ne faut pas toucher aux fonctionnaires de la santé. C'est les fonctionnaires, entre guillemets, c'est les salariés des collectivités. Moi, je suis pour supprimer un certain nombre d'entités, comme le CESE, le Conseil économique et social. À quoi ça sert ? À rien. On peut faire des économies à ce niveau-là. On peut faire des économies, il faut supprimer ou l'intercommunalité ou le département. Il y a un choix à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont été... ont été embauchés. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Faut les remettre dans l'économie. Aujourd'hui, les collectivités, ils ont besoin de beaucoup d'entreprises du privé. On a beaucoup de délégations de services. Donc, on a besoin de services. Donc, je veux dire que ce que font des intercommunalités, il faut les redéployer au niveau du civil. Mais il faut redonner de l'emploi. Est-ce que vous pensez que l'emploi va se faire que par le public ? Les emplois du public, c'est les impôts que nous payons. Voilà. Donc, si franchement, l'économie fonctionne que par les fonctionnaires ou que par les salariés de l'État, c'est la fiscalité. Il n'y a plus d'économie en France. Parlons rapidement, parce que quand même un peu de votre ville. Vous avez des premiers projets d'aménagement, j'ai vu ça, sur 3 ans pour le Chesnay, avec notamment des nouveaux logements, des nouveaux parkings. Pourquoi vous allez dans ce sens ? Parce qu'à un moment, il faut regarder quand les quartiers vieillissent, quand ça bouge, quand tout vieillit. Donc il faut rénover. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement, on n'a aucune visibilité pour les élus. Donc le fonctionnement, c'est une vue annuelle. Chaque année, on regarde. Par contre, sur l'investissement, on a des moyens à part qui peuvent s'appeler la valorisation des actifs, qui s'appelle éventuellement de l'emprunt si on se désendette ou autre. Donc je veux dire, il est beaucoup plus facile de voir à 3 ans, c'est la fin du mandat, pour l'investissement, que pour le fonctionnement. Donc, alors pourquoi particulièrement les logements ? Il y en a besoin au Chesnay ? Bien sûr, parce qu'on s'aperçoit qu'on construit plus de surface pour maintenir la population, pas pour l'augmenter la population. En fait, on a une densité de population qui a été modifiée
par des phénomènes sociaux, familiaux. On s'aperçoit que les familles éclatées ou autres, voilà, le turnover sur les logements. Voilà. Donc on a besoin de plus de logements pour garder une population, et garder une population avec 20% de moins de 18 ans, 20% de plus de 65 ans, et puis le reste, c'est entre 18 et 65 ans. Une bonne pyramide des âges, une bonne pyramide sociale, et donc les moyens qu'il faut dans une ville pour permettre cela. Il y a une autre chose dont vous semblez fier, en tout cas, c'est Autolib. Vous avez été la première ville à avoir eu dans les Yvelines cette... voilà. Au début, on en parlait en disant « Oh là là, est-ce que ça va marcher ?» etc. Vous êtes la preuve que finalement, ça fonctionne pas mal. Pour vous, ça ouvre votre ville à l'extérieur, justement. Ouais, ça permet les déplacements. Vous voyez qu'un maire républicain de droite soutient le projet de la Noé qui était à gauche. Donc, je veux dire, les idées, on est capable éventuellement de les partager. Par contre, la seule chose, c'est qu'il a été remplacé par Mme Hidalgo qui supprime toute la circulation dans Paris. Donc, si on supprime la circulation et qu'on ne peut plus faire marcher nos Autolib, ça ne marchera pas. C'est écologique. C'est partagé, donc l'idée est excellente. Bon, alors après, les déficits Bolloré ou autres, là, cette semaine, on a une réunion importante avec le syndicat Autolib. On va regarder tout ça, et puis on va redresser la barre. Les gens le prennent, les gens l'utilisent. C'est passé maintenant dans les mœurs des... Aujourd'hui, au Chênay, par exemple, on a une fréquentation de 1,8 voitures par place de stationnement. Donc on a aujourd'hui 30 places de stationnement. Tous les jours, 1,8 places de stationnement bougent avec les voitures. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Oui, moi je trouve que c'est une réponse. C'est une réponse à une génération de jeunes. C'est une réponse aujourd'hui pour aller prendre votre train. Vous n'étiez pas adepte du taxi, vous prenez Autolib, vous allez à Gare des Chantiers, vous prenez le TGV, vous arrivez à Marseille et c'est très rapide. Sur votre commune, il y a Paris 2, ce grand centre commercial bien connu, alors des Yvelinois et bien au-delà, qui est en train de bouger énormément, avec beaucoup de fermetures, avec ce nouveau cinéma qu'on attend, qui n'est pas encore... Ça, j'en suis fier. Voilà. Mais il y a aussi quelques critiques qui disent maintenant, on est vraiment dans un endroit où on ne se reconnaît plus, où c'est vraiment des boutiques très, très importantes, très chères, voilà. Ça a un peu changé. Vous nous avez changé notre Paris 2, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Tout ce qui vieillit doit rajeunir. Donc le centre date de 1970, donc il a 46 ans. Donc c'est normal de faire un peu de lifting, d'évoluer. Ensuite, il y a l'e-commerce. L'e-commerce, c'est un vrai sujet. On a vu comment des grands magasins bougent. Donc il faut que le commerce, qui est un commerce spécifique par les deux, puisqu'il est à l'intérieur d'une ville, contrairement aux autres centres commerciaux qui sont à l'extérieur. Donc c'est un centre tout à fait particulier. J'ai entendu effectivement cette notion de commerce de luxe, et je partage cette démarche. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que ce centre commercial garde des commerces de proximité, dits de bouche, de restauration haute, où les loyers peut-être rapportent moins que peut-être 50 mètres carrés au niveau de vêtements ou autres. Je crois que les propriétaires en sont conscients. Nous ne pouvons pas, nous les élus, obliger des marques, mais nous pouvons, par nos autorisations, essayer de favoriser cette mixité commerciale que nous faisons. Et pour les cinémas, oui, effectivement, on va avoir 12 salles, plus de 2000 places. Les travaux sont commencés. Je pense que début 2018, on devrait pouvoir s'asseoir dans des fauteuils pour voir des bonnes toiles. Très bien, je vous remercie beaucoup Philippe Briot, maire du Chênay, d'avoir accepté notre invitation pour cette hebdo politique. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver, comme tous les dimanches, en podcast et en vidéo. C'est sur radiosensation.fr, vous le savez maintenant. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Au revoir. L'hebdo politique sur Sensation.